Est-ce que la population congolaise peut être rassurée que le chef de l'État, avec le gouvernement de Mme Judith Suminwa, ne perdront pas du temps à trouver des solutions aux déshydratats de la population congolaise? Ça prend trop de temps. C'est-à-dire, le président a été élu en décembre, il a prêté serment en janvier, fin janvier, il a nommé Mme Judith Suminwa première ministre en avril, et puis là, le 29 mai, la liste du gouvernement. Donc certains calculent et ils disent, oui, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait déjà 5 mois. Ils disent 5 mois de perdu. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas 5 mois de perdu. La plupart des collaborateurs du chef de l'État, des ministres, ont été reconduits. Quel est le message que le chef de l'État a voulu passer? Que ces personnes ont bien travaillé, qu'il méritait de continuer ou parachever sa vision? Des gens qui ont une expérience du travail dans un gouvernement et qui, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, ont un bilan positif. La preuve qu'ils ont un bilan positif, c'est que ces gens qui étaient dans le gouvernement de Samalou Condé, c'est eux qui ont aidé le président aussi à se faire réélire, puisque le peuple congolais a jugé le président Tshisekedi lors des élections de décembre 2023, non simplement sur son projet politique, mais aussi sur son bilan. C'était le seul des candidats qui avait un bilan à défendre. Et ce bilan a été jugé positif puisque les Congolais lui ont octroyé plus de 73% des suffrages. Donc, de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le directeur de la cellule de communication du chef de l'État, M. Éric Nindou. Comme vous le savez, très chers téléspectateurs, la liste des membres du gouvernement à Kinshasa a été présentée par Mme Tina Salama. Beaucoup de questions sont posées. Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait le choix judicieux? Est-ce que ce gouvernement dirigé par Mme Judith Suminwa Tuluka pourra répondre aux déshydratats du peuple congolais? Ainsi, pour en parler, nous avons l'insigne honneur d'être en connexion entre l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique et Kinshasa en République démocratique du Congo avec Éric Nindou, que je m'en vais saluer. Éric Nindou, nous vous saluons. Bonsoir, Monsieur Symphorien Katende. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission et je salue par la même occasion nos amis téléspectateurs sur le web et particulièrement ceux de la diaspora congolaise des États-Unis. Éric Nindou, vous êtes journaliste, spécialiste en communication, 3 ans jour pour jour depuis que vous êtes dans la cellule de communication du chef de l'État que vous êtes en train de manager, n'est-ce pas? Oui, un peu plus que 3 ans, puisque c'était exactement le 5 mars 2021, donc vous comptez 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, et un peu plus, donc je dirais 3 ans et 3 mois, voilà. Éric Nindou, nous allons commencer avec cet échange. Quel est l'état d'esprit du chef de l'État actuellement, parce que vous êtes l'un de ses proches collaborateurs? Ce que je peux vous dire, sans parler à sa place, bien sûr, je peux dire que l'état d'esprit du président Tshisekedi, actuellement, c'est un esprit déterminé. Il a envie de travailler, il a envie de faire des choses. Et c'est pour ça que je pense que énormément de Congolais, la majorité des Congolais étaient impatients de voir ce gouvernement souminois, justement, être présenté. Et je pense que le plus impatient de tous, paradoxalement, vous pourrez me dire, mais c'était le président lui-même. Parce qu'il avait envie que très vite, ce gouvernement entre en fonction, soit investi par le Parlement et commence à travailler. C'est déjà maintenant, donc, chose faite, il a été annoncé, c'était la nuit donc, du 28 au 29 mai dernier, et maintenant il va être investi dans les prochains jours, je pense au début de la semaine prochaine, et ensuite il sera très vite au travail parce que ce gouvernement doit travailler. L'attente des Congolais et des Congolaises est énorme. On a besoin de ce gouvernement, surtout quand vous vous rappelez l'élan populaire qui avait accompagné la victoire du président Tshisekedi en 2023. Vous avez vu comment il a été bien élu par le peuple congolais avec plus de 73%
des suffrages populaires. Et donc, maintenant, il a envie d'appliquer, de mettre en action tout son programme et notamment les 6 engagements de son programme présidentiel. Quels sont les 6 engagements du chef de l'État par rapport à la feuille de route qui devra conduire la RDC dans son nouveau mandat, Eric Ndoundou? Eh bien oui, Symphorien, vous faites bien de poser cette question parce que cette feuille de route, c'est la clé de voûte, comme on dit, c'est l'axe principal sur lequel sera ancré le programme du gouvernement, ce qu'on appelle le programme d'action du gouvernement, qui va être présenté dans les jours qui viennent par la Première ministre devant le Parlement pour pouvoir être investi et passer à l'action. Alors ce programme, il a été présenté par le chef de l'État à maintes reprises durant la campagne en 2023 et même aussi le 20 janvier lors de sa prestation de serment, son investiture. Ce programme, c'est 6 points. Très succinctement, je vais vous les citer. Premier point, c'est la création d'emplois. On sait que dans notre pays, la majorité de la population est jeune, moins de 35 ans, près de 70% de la population a moins de 35 ans. Ces jeunes doivent être formés et doivent pouvoir avoir des emplois dignes. Voilà pourquoi le président s'engage à créer minimum 6 400 000 emplois en 5 ans. Et des emplois, comme on dit, dans des domaines aussi divers que ceux qui est à la fois de l'agriculture, de l'industrie et aussi des domaines des services, comme dans des grandes villes de Kinshasa, créer dans le domaine des services, en regroupant les professions de ce qu'on appelle aujourd'hui des petits métiers pour essayer de les regrouper, les structurer pour qu'ils aient accès à du crédit et qu'ils aient accès à de la formation et qu'ils puissent pérenniser leurs activités. Donc, de ce point de vue, je répète, première priorité, premier engagement, c'est l'emploi. Deuxième engagement, c'est augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Augmenter ce pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? C'est d'abord changer la structure de l'économie congolaise. Le fait qu'on produit des choses que l'on ne consomme pas et on consomme des choses que l'on ne produit pas, comme dans une ville comme Kinshasa. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de jouer notamment sur le prix des importations en faisant entrer, par exemple, des Congolais dans le marché de l'importation, parce qu'aujourd'hui, c'est détenu par quasi des étrangers et qui n'ont peut-être pas cette fibre patriotique. On va jouer aussi sur le carburant, et ça a été déjà réussi, puisque récemment, vous avez vu qu'il y a une baisse au Congo du prix du carburant. Et on va jouer aussi sur d'autres facteurs, notamment le taux, le rapport entre le dollar et le franc congolais. Et comment on a fait ça? Parce que sous l'instruction du président, le gouvernement et notamment la Banque centrale a pris un certain nombre de mesures, notamment l'obligation que tous les paiements publics se fassent en francs congolais. C'est-à-dire pousser les Congolais de plus en plus, les inciter à utiliser le franc congolais et à délaisser le dollar, ce qui nous amènera à une dédollarisation de notre économie. Et ça jouera aussi sur le temps de change. Donc, deuxième chose, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Troisième chose, c'est la sécurité. Très important. Et cette sécurité, c'est tout ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire gagner cette guerre de l'Est en renforçant les capacités de notre armée, en mettant en œuvre la loi de programmation militaire qui, pour la première fois dans notre histoire, a été votée au Parlement, un programme séquentiel pour donner à l'armée sa capacité, donner à l'armée les moyens, former des militaires. Il y a près de 70 000 recrues qui ont été, qui sont venus dans l'armée durant l'année passée, en 2022. Aujourd'hui, elles sont formées, elles sont prêtes à aller défendre le pays, faire de notre armée une armée républicaine qui est là vraiment pour protéger la population, défendre la patrie et pas pour menacer la population. Ça, c'est la sécurité vers l'extérieur. La sécurité vers l'intérieur, c'est une réforme des services de sécurité que le président avait déjà commencé depuis 2019 quand il a parlé d'humaniser les services de sécurité. C'est que la police, les renseignements doivent être là pour protéger les intérêts nationaux et non pas pour terroriser la population. Et cette réforme, elle est en cours et elle continue de se faire. Et puis, il y a la sécurité du quotidien, la lutte contre la délinquance, la lutte contre la violence faite par ce qu'on appelle les koulouna. Eh bien, ça, c'est en œuvre aussi, puisqu'on a dit qu'on va créer 25 000 postes de policiers chaque année, durant les 5 prochaines années, pour que ces policiers puissent être sur le terrain et puissent rassurer les Congolais par une police de proximité. Le quatrième engagement, je suis déjà au quatrième engagement, celui de la diversification de notre économie. Je le disais, la structure de notre économie est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on importe beaucoup de choses,
on produit, enfin, on exploite des matières premières que l'on envoie de façon brute. Donc, on va diversifier tout ça. Notamment, on va faire des usines de transformation de nos matières premières ici sur place. Vous connaissez ce qu'on veut faire avec les batteries au niveau du Lualaba et du Katanga, c'est-à-dire on utilise le cuivre, le cobalt, mais on va créer ce qu'on appelle des précurseurs de batteries électriques ici même. Le projet avance très bien. Dans d'autres domaines aussi, on va le faire, transformer, et puis aussi dans le domaine agricole, transformer les denrées agricoles. C'est totalement absurde qu'un pays comme le Congo, un pays tropical, qui est baigné par la pluie et par les eaux et par des terres fertiles, on puisse importer ce qu'on appelle du concentré de tomates qui nous vient du Brésil ou qui nous vient de Chine. C'est absurde. On produit des tomates ici, eh bien on doit pouvoir avoir des usines qui transforment ça et qu'il y ait des boîtes de conserve de tomates ici produites à Kinshasa, comme ça existait dans le temps. Vous voyez par exemple aussi dans le domaine industriel, la première usine de montage de véhicules de Mercedes-Benz. Elle a été inaugurée par le président en 2023. On va aller de plus en plus dans ce sens-là avec une montée en puissance de l'intégration de ces chaînes de montage dans lesquelles beaucoup plus d'éléments constitutifs seront produits ici au Congo même. Autre chose, la compétitivité, améliorer la compétitivité, c'est toujours dans le 4e engagement, et ça, on va le faire en augmentant, par exemple, la productivité de notre agriculture. On a une agriculture qui existe, mais non seulement elle a des problèmes. Pourquoi? Parce que elle n'est pas assez productive. C'est-à-dire, par hectare, la productivité de nos agriculteurs n'est pas suffisante. Il faut augmenter avec des fertilisants, avec des usines de fertilisants au Congo, avec des techniques, avec une mécanisation de cette agriculture. Et tout ça, on doit le mettre en œuvre. Autre chose, l'accès, 5e engagement, l'accès des services de base dans tout le pays. Accès à l'eau, accès à l'éducation, accès à la santé. Je vous le disais, ça c'est pratiquement le PDL 145, le programme de développement local dans les 145 territoires, c'est-à-dire créer sur place de la viabilité pour stopper ce qu'on appelle l'exode rural, que les gens quittent les villages et viennent s'accumuler et s'appauvrir à Kinshasa, à Lubumbashi ou à Kisangani dans les grandes villes. On va leur donner des raisons, des bonnes raisons de rester là où ils sont parce qu'on va amener des écoles sur place, des centres de santé sur place et aussi l'État sur place avec des centres administratifs. Et ensuite, dans la 2e phase, on va créer des entreprises sur place pour qu'ils aient aussi du travail sur place. Dernier engagement, celui de services publics plus efficaces. Parmi ces services publics, comme je disais tout à l'heure, c'est la justice, par exemple, en ayant des juges dans les territoires. C'est la police aussi, en ayant une police qui est efficace, avec des services publics aussi plus efficaces. Ça passe notamment aussi par la numérisation de ces services publics. On n'a pas besoin de tout le temps venir à Kinshasa pour prendre son passeport ou quoi, mais non. On peut être, je ne sais pas moi, à Likasi et recevoir son passeport parce qu'il y aura un service numérisé qui va permettre de pouvoir envoyer des documents officiels et administratifs là-bas. Et tout ça, ça repose sur une chose fondamentale. Et le président a dit qu'il en serait lui-même garant, c'est-à-dire la création de connectivité. Parce que notamment pour faire baisser le pouvoir d'achat, il faut rapprocher les centres de production agricole des centres de consommation. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce que nos routes sont dans un mauvais état. Mais il y a tout un programme de construction de routes, de construction de ponts et aussi de dragage de nos voies fluviales, notamment le fleuve, qui est notre principale autoroute au Congo. Si on pouvait utiliser au moins 80% de ce fleuve pour faire remonter et descendre des denrées alimentaires des provinces qui sont dans le nord, ça marcherait mieux, ça permettrait de baisser les prix ici à Kinshasa et ça permettrait de diminuer l'importation, donc ça permettrait à l'État de moins dépenser de devises pour acheter des denrées à l'extérieur. Vous voyez, c'est tout un corpus, si vous voulez, d'actions et qui repose sur une vision claire qui est celle d'améliorer la vie des Congolais en se basant sur l'homme, l'être humain en tant qu'être humain. C'est-à-dire cet être humain, il doit pouvoir s'éduquer, se soigner et puis vivre de façon décente pour qu'il puisse être productif et travailler pour le bien-être de ses semblables et le développement du pays. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Eric Nindou, directeur de la cellule de communication du chef de l'État.
Nous sommes en train de nous entretenir sur la formation du gouvernement dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka. Est-ce que ce gouvernement a été formaté selon la vision du chef de l'État? Est-ce que le choix porté sur les membres de son gouvernement cadre avec sa vision? C'est la grande question que se posent les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Cher Symphorien, c'est une évidence, sinon ils ne les auraient pas choisis. Le choix se fait, comme le dit la Constitution, le président nomme, donc c'est lui qui les choisit, sur proposition du Premier ministre, en l'occurrence de la Première ministre, puisqu'il s'agit de Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est actuellement la Première ministre, qui a été nommée le 1er avril dernier. Et donc, ça a pris à peu près, si vous voulez, 2 mois, de avril à mai, à fin mai, pour que Madame Tuluka puisse faire des propositions concrètes au président Tshisekedi. Et vous savez bien que tout ça, c'est une alchimie particulière, puisqu'il s'agit de respecter les équilibres, à la fois ce que nous dicte la Constitution, c'est-à-dire les équilibres notamment géopolitiques, pour que la majorité et l'ensemble du pays soient représentés dans ce gouvernement, mais aussi les équilibres politiques issus de la majorité. Parce qu'il faut bien faire comprendre à nos compatriotes et à ceux qui nous suivent dans votre émission que le régime politique au Congo est un régime semi-présidentiel qui est issu de la Constitution votée en 2006. Et justement, donc c'est un régime où le président est élu au suffrage universel, il a la pleine souveraineté d'une élection qui vient du peuple, mais en revanche, celui qui conduit la politique du gouvernement sous la vision du chef de l'État, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Donc il faut avoir une majorité au Parlement, cette majorité doit se refléter dans la composition du gouvernement. Voilà pourquoi ça a pris un peu de temps, parce qu'il fallait discuter. Nous sommes une démocratie. Les gens discutent, parlent, et on essaye de trouver les équilibres. Ça ne veut pas dire qu'il faut satisfaire tout le monde, mais on trouve des équilibres qui peuvent porter justement le fait que toutes ces forces politiques qui forment aujourd'hui la majorité au Parlement puissent justement être représentées aussi dans le gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce gouvernement doit être investi par le Parlement. Ça veut dire qu'il doit venir présenter son programme d'action, sa feuille de route devant le Parlement, qui doit voter la confiance à ce gouvernement pour qu'il puisse commencer à travailler. Et en plus, durant tout le mandat, ce gouvernement présentera des projets de loi qui devront être votés par le Parlement. Donc, il faut qu'il y ait cette symbiose entre le gouvernement et le Parlement national. Mais en plus, ils agissent selon la vision du chef de l'État. Et cette vision du chef de l'État, elle est claire, puisqu'elle avait été établie à la fois dans son programme de candidat à la présidence, et ensuite, si vous vous souvenez, lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2024, le chef a tracé les lignes fortes de son mandat. Il a dit que ça sera un mandat pour mettre les Congolais au travail, faire travailler les Congolais en créant de l'emploi, en restaurant la sécurité, finir cette guerre injuste qui nous est faite à l'Est par le M23 et le Rwanda.
et ensuite aussi pouvoir développer le Congo, mettre le Congo réellement sur les rails du développement, parce que notre pays vient de très loin, vous le savez. Depuis l'indépendance, il y a eu je veux dire, des drames dans notre pays. Il y a eu des soubresauts, des guerres et tout ça. Et puis après, avec l'avènement de l'AFDL en 97, je veux dire, il y a eu des soubresauts, une guerre qui nous a été menée. Ensuite, le 1+4, ensuite 18 ans de Joseph Kabila, où vraiment l'État congolais est tombé en décrépitude. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, le régime de Félix Tshisekedi est en train de remettre le Congo debout pour que le Congo puisse enfin exercer son rôle historique, son rôle naturel d'être un géant au cœur de l'Afrique et qui doit pouvoir être un leader du développement pour l'Afrique centrale, mais aussi de tout le continent. Éric Nindou, le chef de l'État, après sa prestation de serment, a levé un voile en reconnaissant certaines faiblesses qui ne devrait plus être d'actualité dans son nouveau mandat. Est-ce que le temps qui a été pris dans la sélection du membre du gouvernement, on peut se dire que c'était un peu pour que ses collaborateurs puissent s'imprégner de sa vision, ou bien c'était la recherche d'une certaine harmonisation de points de vue, parce qu'il a une large majorité à l'Assemblée nationale? Voilà, donc oui, Symphorien, comme vous le disiez, et vous faites allusion au discours du 20 janvier dernier du président Tshisekedi lors de son investiture dans le stade des Martyrs à Kinshasa, dans une ambiance, comme vous vous souvenez, de ferveur populaire, et il avait dit « on ne va pas reproduire les erreurs du passé ». Et ça, c'est tout à son honneur, parce que l'on le sait que toute œuvre humaine est imparfaite. Le tout, c'est d'avoir la volonté de faire mieux, de corriger ses erreurs, si on remarque qu'il y a eu des erreurs, et de mettre en place un cadre pour que ces erreurs ne se répètent pas. Comme disait Einstein, le pire, c'est de faire toujours la même chose, sachant que le résultat n'est pas bon. Mais cette fois-ci, ce qu'on fait, s'il y avait eu des erreurs dans le passé, on ne va pas refaire la même chose, on va changer. Mais globalement, le bilan du premier mandat était positif, puisque la preuve, les Congolais ont redonné leur confiance au président. Donc s'il y a eu des erreurs, c'est vraiment à la marge, quelques erreurs que le président, justement, s'est engagé à corriger. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le volet des erreurs à corriger. Et tout est mis en œuvre pour que ces erreurs ne se répètent pas lors de ce second mandat. Deuxième chose, vous parlez de la question du temps d'attente entre le 1er avril, la nomination de Mme Judith Suminwa-Tuluka comme première ministre, et ensuite, dans la nuit, disons le 29 mai dernier, l'annonce de la liste des 54 membres du gouvernement. Eh bien, ce temps, c'était un temps, non pas pour essayer d'harmoniser, soi-disant, une vision par rapport à la vision du président, non, c'était un temps nécessaire dans toute démocratie, comme je vous dis, qui se veut semi-présidentielle, où le gouvernement doit refléter la majorité parlementaire. C'était le temps de trouver les bons équilibres entre les alliés du président, ses partenaires, pour qu'ils puissent être représentés au sein du gouvernement, avec une exigence. Et c'est ça peut-être qui a pris peut-être un peu de temps, c'est qu'il fallait choisir les bons acteurs et les bonnes actrices qui vont pouvoir travailler au sein de ce gouvernement selon des critères précis. Et comme la première ministre qui l'a dit, puisque c'est elle qui présente la liste du gouvernement au président, qui lui la valide et signe l'ordonnance qui nomme les ministres. Ils ont dit que c'était des critères non seulement de compétence, c'est-à-dire ces gens doivent être des gens compétents, des gens qui ont une certaine expérience dans le domaine qui va leur être attribué, et puis des gens qui ont aussi une intégrité morale, une probité. Ça veut dire des gens qui sont honnêtes et qui ont le sens du service de l'État. Et donc, comme je disais, Monsieur Symphorien, donc la formation du gouvernement, justement, elle devait se faire par une harmonisation donc, des forces en présence au Parlement, cette majorité obtenue par le président Tshisekedi, avec ses alliés et ses partenaires qui forment cette grande famille qui est l'Union sacrée de la nation. Donc, ça devait refléter ça au sein du gouvernement. Mais bien sûr, comme je dis, ces animateurs ont été choisis sur des critères bien précis.
et c'est la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, qui l'a dit, c'est d'abord le critère de compétence. Ce sont des gens qui connaissent les domaines sur lesquels ils vont devoir travailler. Ils doivent avoir une certaine expérience. C'est des gens qui ont déjà travaillé, qui connaissent soit une expérience dans le privé, soit une expérience dans le public, même malgré certains pour leur jeune âge, certains ont la trentaine, mais ils ont déjà une expérience professionnelle. Et puis aussi, c'est des gens qui ont été choisis sur des critères de réelle intégrité morale et de probité. Donc, c'est des gens qui sont conscients du devoir de servir la nation, de servir l'État et d'être surtout au service du peuple. Parce qu'un gouvernement, ça sert à quoi? Un gouvernement, ça sert à mener une politique, à mettre en œuvre des actions, mais pour le bien de la population. Et c'est en ça la vision du président Tshisekedi. Servir le peuple congolais, développer le pays pour améliorer le vécu de la population congolaise. Donc voilà comment a été choisi le gouvernement. Il ne s'agissait pas de tergiverser, non. Il s'agissait de choisir les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons aussi remarqué que la plupart des collaborateurs du chef de l'État, des ministres, ont été reconduits. Quel est le message que le chef de l'État a voulu passer? Que ces personnes ont bien travaillé, qu'il méritait de continuer ou parachever sa vision? En fait, il y a une vision, c'est celle du chef de l'État. Ensuite, il y a un programme qui est tiré de cette vision, qui est le programme d'action du gouvernement, cette feuille de route. Après, dans le choix, il faut se référer aux statistiques. Et les statistiques sont claires. Dans le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement souminois, il y a 17% de sortants. C'est-à-dire qu'on a repris 17% d'anciens ministres. Des gens qui ont une expérience du travail dans un gouvernement. Et qui, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, ont un bilan positif. La preuve qu'ils ont un bilan positif, c'est que ces gens qui étaient dans le gouvernement de Samalou Condé, c'est eux qui ont aidé le président aussi à se faire réélire, puisque le peuple congolais a jugé le président Tshisekedi lors des élections de décembre 2023, non simplement sur son projet politique, mais aussi sur son bilan. C'était le seul des candidats qui avait un bilan à défendre. Et ce bilan a été jugé positif, puisque les Congolais lui ont octroyé plus de 73% des suffrages. Donc, il y a 17% de sortants qui sont de retour au gouvernement, et en revanche, il y a près de 64% de nouveaux, des entrants, des gens qui, justement, n'étaient pas avant, au gouvernement. Ce qui est vraiment un fort taux, parce qu'on se rend compte que, justement, ce sont des nouveaux qui sont entrés dans le gouvernement. Donc, on donne la chance à des gens qui ont des compétences, qui ont une expertise dans certains domaines précis, et des gens qui ont aussi la volonté de servir leur pays, et notamment des jeunes et des femmes. Remarquez-le, on a atteint pour la première fois de l'histoire du Congo, non seulement on a une femme qui est à la tête du gouvernement, comme première ministre, mais en plus de ça, on a 17 femmes dans le gouvernement, ce qui donne un taux de 31%, donc à peu près un tiers des membres de ce gouvernement sont des femmes. C'est très important parce que ça veut dire que enfin, on est en train de réaliser ce qui est un engagement politique de longue date du président Tshisekedi, c'est donner aux femmes leur place, la place qui leur revient au sein de la nation congolaise. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Éric Nindou, directeur de la cellule de communication du chef de l'État. Nous sommes en train de nous entretenir sur la formation du gouvernement dirigé par Madame Judith Suminwa-Tuluka. Est-ce que ce gouvernement a été formaté selon la vision du chef de l'État? Et pour en parler, nous avons Éric parmi nous.
De partout où vous nous suivez, nous sommes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous recevons pour vous Eric Nindou, qui est le directeur de la cellule de communication du chef de l'État. Avec lui, nous sommes en train de nous entretenir sur le choix porté par le chef de l'État dans la liste des membres du gouvernement dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka. Eric Nindou, nous sommes en train de continuer. Le chef de l'État a frappé fort. Une femme à la tête de la primature. Est-ce c'était un défi à relever ou bien c'était par nécessité que le chef de l'État voulait démontrer que la femme est capable de pouvoir être Premier ministre en République démocratique du Congo? Eric. Ce n'est pas un défi, si on entend par défi le fait de prendre un pari sur l'avenir. Non. D'abord, il faut savoir que Madame Judith Suminwa Tuluka a d'abord été désignée Premier ministre parce que c'est une femme compétente. C'est une Congolaise compétente. Donc, ce qui est mis en avant, c'est d'abord la compétence de cette dame, la compétence, l'expérience qu'elle a acquise. Vous connaissez son parcours, hein, il a été assez, diffusé dans les réseaux sociaux et ailleurs. Elle a une maîtrise en économie, elle a aussi travaillé, par exemple, pour les Nations Unies, dans le système des Nations Unies, pour le PNUD. Elle a travaillé aussi au CPVS. Récemment, elle était la directrice adjointe du CPVS, c'est-à-dire la cellule présidentielle de veille stratégique. Et puis, elle a travaillé aussi comme ministre du Plan dans le gouvernement Sama Lukonde. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui arrive là, à la tête du gouvernement avec déjà cet acquis de sa compétence et de son expérience. Et le fait que ce soit une femme, c'est tant mieux, comme on dit. C'est la cerise sur le gâteau, comme vous dites en anglais, de ice on the cake. C'est-à-dire, c'est quelque chose que on donne en plus à la société congolaise en disant, regardez, il y a aussi de la compétence chez nos mères, chez nos sœurs, chez nos femmes, chez nos filles. Parce que malheureusement, on voit quelle est notre société. Traditionnellement, les femmes n'ont pas la place qui leur revient. Les femmes, c'est la moitié du monde. Mais au Congo, c'est encore plus, et d'ailleurs ailleurs aussi, elles sont à peu près 60% de la population. Donc, elles doivent aussi participer au développement du pays. Et d'ailleurs, toutes les études sur le développement montrent que quand on donne plus de responsabilités à des femmes, déjà au sein de la cellule familiale, ça aide au développement de cette cellule familiale, à sortir de la pauvreté. Donc, ce qui se passe au niveau de la cellule familiale se reproduit au niveau de l'entreprise et peut-être au niveau aussi du pays. Donc, voilà pourquoi c'était très intéressant de donner sa chance d'abord à une Congolaise compétente, et tant mieux si c'est une femme, parce que je suis certain qu'elle fera du bon travail. Le premier mandat du chef de l'État, formé sous la coalition FCC-CACH, pour avoir un gouvernement, 9 mois se sont écoulés. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a une majorité écrasante au Parlement. Nous avons 2 mois qui se sont écoulés. Est-ce que la population congolaise peut être rassurée que le chef de l'État, avec le gouvernement de Mme Judith Suminwa, ne perdront pas du temps à trouver des solutions aux déshydratats de la population congolaise? Eric Nindou. Non, d'abord, voilà, vous êtes revenu là-dessus et vous avez raison parce que c'est vrai qu'on entend dans l'opinion publique parfois certaines critiques, certains reproches en disant « ça prend trop de temps ». C'est-à-dire, le président a été élu en décembre, il a prêté serment en janvier, fin janvier, il a nommé Mme Judith Suminwa première ministre en avril, et puis là, le 29 mai, la liste du gouvernement. Donc, certains calculent et ils disent, oui, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait déjà 5 mois. Ils disent 5 mois de perdu. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas 5 mois de perdu. Parce que non seulement, durant cette période-là, l'État continue à fonctionner. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Vu qu'on a un président élu, et le président, il représente le sommet de l'État. Lui, il était élu depuis décembre, depuis que la Cour constitutionnelle
a validé son élection le 31 décembre 2023, donc le président est légitimement élu. Il n'y a pas eu de vacances de pouvoir, surtout que c'est l'ancien président qui a été réélu. Et donc, il exerce sa fonction. L'État est là, l'État travaille pour les Congolais. Peut-être que un gouvernement, comme on dit, en affaires courantes, puisque c'est le cas du gouvernement sortant, jusqu'à ce que le nouveau gouvernement soit investi, c'est un gouvernement, comme on dit, qui ne peut pas faire de grandes actions. Ça, c'est vrai, puisqu'il est en train de gérer les affaires courantes, les dépenses sont limitées et tout ça. Donc, on l'a senti un peu dans la population qu'il y avait une sorte de baisse de régime de l'activité économique. Mais n'empêche, ce que je veux dire, il faut rassurer nos compatriotes pour leur dire, l'État est là, le pays était dirigé, donc ne vous en faites pas, il n'y avait pas un laisser-aller. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, 5 mois, c'était le temps suffisant pour pouvoir, comme je vous ai dit, trouver les bons équilibres, trouver la bonne formule, la bonne équation pour que la représentativité de la majorité parlementaire se reflète au sein de l'équipe gouvernementale. Et en même temps, ça permettait aussi de choisir les bonnes personnes. Parce que comme on dit, une majorité s'est formée de coalitions politiques. Ces coalitions politiques présentent des candidats en disant, par exemple, moi je suis, je ne sais pas moi, le MLC, j'ai autant de députés, donc j'ai droit peut-être à 2 ministres, voilà les noms que je présente. Mais après, il faut étudier les critères de ces personnes-là. Est-ce que ces personnes répondent aux critères qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire la compétence, la probité, l'expérience, la volonté, je veux dire, voilà, la détermination. Et c'est ça que ça a pris. Quoi que disent les critiques, 5 mois, c'est trop peu. Moi, je dis, c'était le temps nécessaire à avoir l'équipe qu'il est aujourd'hui en action, l'équipe gouvernementale. Donc, ne tergiversons pas sur le temps passé, regardons-les et jugeons-les à l'action. On verra ce que ce gouvernement va faire. C'est un gouvernement qu'on a attendu, sans doute, 5 mois, mais aujourd'hui, il est en action. Donnons-lui la chance de nous prouver que le choix qui a été fait, c'est le bon choix et que ce gouvernement doit mettre en œuvre justement la vision du président Tshisekedi. Et cette vision, nous la connaissons puisque c'est la vision qui a été plébiscitée par les Congolais lors de l'élection de 2023, puisque le président, et c'est le seul des candidats, il avait dit ce qu'il allait faire, il avait un programme bien précis, bien chiffré, et aujourd'hui, il va faire ce qu'il avait dit. Donc, laissons-les travailler et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Éric, lui-même, le chef de l'État, a décrié certains points qui ne marchaient pas en République démocratique du Congo, notamment la justice, certaines questions, les détournements. Lui-même, dans des points de presse, il a fait la dernière avec Patrick Mouyaya, il a parlé de la justice. Est-ce que cette fois-ci, dans son second mandat, le chef de l'État va vraiment s'activer à pouvoir mettre des mécanismes, même des sanctions positives ou négatives à l'encontre de ses collaborateurs qui ne se seront pas conformés à sa vision? Mais bien sûr, quand on dit on ne va pas répéter les erreurs du passé, si erreur il y a eu, et si vous considérez que l'erreur, ça a été de ne pas avoir sanctionné suffisamment, eh bien cette fois-ci, les sanctions seront là. Mais des sanctions selon la légalité, c'est-à-dire selon la loi. C'est pas se réveiller le matin et, je veux dire, et virer quelqu'un ou mettre quelqu'un en prison. Non, on est un État de droit. Et ça, c'est la première volonté du président Tshisekedi, quand il est arrivé, c'est mettre en place un État de droit. Le fonctionnement d'un État de droit, vous le savez bien, c'est notamment la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. C'est-à-dire que les uns ne doivent pas s'immiscer dans le travail des autres, mais il faut une bonne collaboration et une bonne harmonie pour faire avancer le pays. Mais bien sûr, il y a des dossiers sensibles. Celui, par exemple, de l'appareil judiciaire. En tant que premier magistrat du pays, le président Tshisekedi a déjà pris des mesures pour réformer cette justice. Et déjà, des mesures sont en œuvre. Par exemple, je peux vous dire, et vérifiez-le, demandez à des journalistes d'investigation qui se trouvent à Kinshasa, ils vous le diront, il y a déjà près de 500 magistrats qui ont été sanctionnés. C'est-à-dire des magistrats qui s'étaient mal comportés. Parce que le président Tshisekedi a été le premier président à remettre en œuvre justement ces chambres spéciales dans l'appareil judiciaire, mais ces chambres qui sont là pour pouvoir justement juger, analyser les fautes et sanctionner. Je veux dire, le Haut Conseil de la magistrature a même mis en place un numéro de téléphone,
un numéro vert, comme on dit, où les Congolais peuvent appeler pour dénoncer des juges ou des magistrats qui se seraient mal comportés. Vous savez que dans nos tribunaux au pays, malheureusement, 80% des dossiers de litiges, ce sont des litiges qui ont trait au foncier, c'est-à-dire à la possession de terrain, à la possession de maisons et autre chose, parce qu'il y a eu un désordre dans l'organisation de ce domaine-là, le domaine foncier, de la gestion foncière. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la réforme de la justice qui est en œuvre, les juges qui vont se porter, comment je veux dire, qui vont être complices d'usurpation de propriété sur des titres fonciers, ils seront punis. Et c'est déjà le cas. Donc renseignez-vous, vous le saurez, c'est déjà le cas. Autre chose pour réformer la justice, vous l'avez vu, les images sont là, les faits sont avérés. Le président a nommé près de 5000 nouveaux magistrats qui ont été formés et qui actuellement, par vagues successives, sont nommés, sont affectés dans la nouvelle fonction qui, pour la plupart, se trouvent à l'intérieur du pays. Parce que la justice, elle doit pouvoir s'exercer dans tout le territoire du pays et pas simplement à Kinshasa. Parce que souvent, les gens veulent rester à Kinshasa. Non, il faut qu'à Katakakombe, à Aru, je sais pas moi, au fin fond du pays, il y ait aussi une justice. Et c'est pour ça, en parallèle, par exemple, comme je vous expliquais, dans les projets du premier mandat qui ont été lancés, la dernière ligne droite du premier mandat, il y a notamment le PDL 145, c'est-à-dire le programme de développement local pour les 145 territoires du pays. Eh bien, ce programme, dans sa première phase, il comportait 3 axes précis. C'était d'abord construire des écoles pour que dans chaque territoire, il y ait des écoles. Construire des centres de santé pour que dans chaque territoire, les Congolais puissent se soigner et avoir un bien-être de vie. Et puis construire des bâtiments administratifs pour que dans chaque territoire, il puisse y avoir un bâtiment qui abrite, par exemple, le bourgmestre, le chef du territoire, le gouverneur, ou que sais-je, et notamment aussi les représentants de la justice, c'est-à-dire comme par exemple un tribunal de grande instance, un tribunal de paix, pour que la justice, notamment cette justice de paix, qui est la justice du quotidien, la justice qui est de proximité, puisse s'exercer sur place et que les gens ne doivent pas attendre qu'un magistrat vienne de Kinshasa pour le faire. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui avait commencé lors du premier mandat, que l'on va consolider lors de ce second mandat et aller plus loin pour que le Congo, l'épine dorsale, la colonne vertébrale de notre pays, c'est-à-dire son État, se remette debout et soit un État fort. C'est ça qui va permettre au Congo d'aller plus loin. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de ces échanges avec Eric Nindou depuis Kinshasa. Eric Nindou est le directeur de la cellule de communication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. De retour sur ce plateau pour pouvoir mettre un terme à ces échanges avec le directeur de la cellule de communication du président de la République, Eric Nindou. Eric Nindou, nous allons parler diplomatie et sécurité. La sortie médiatique du président kenyan William Ruto, il a dit clairement
que dans le dossier M23, je vais le paraphraser, c'est Kinshasa qui posait problème. Quelle est la lecture que fait le chef de l'État sur de tels propos? Cher Saint-Forêt, d'abord, je ne parle pas au nom du chef de l'État. D'accord? C'est une chose. Et je ne réponds pas à un autre chef de l'État qui est son homologue. Ce n'est pas ma prérogative. Mais en revanche, je vais vous expliquer le cadre dans lequel tout ça se situe. C'est-à-dire, le Congo a toujours respecté ses engagements. Il y a deux processus. Le processus de Nairobi et le processus de Luanda. C'est quoi? Le processus de Nairobi, il s'agit d'un processus de dialogue entre le Congo et les groupes armés de Congolais. Il précise une chose, que tous les groupes armés qui pullulent à l'est du pays doivent d'abord, première étape, rendre les armes, se rencontrer à Nairobi, discuter et trouver entre Congolais, je veux dire, un compromis, un consensus pour qu'on puisse répondre à leurs revendications. Parce que par ça, certains ont pris les armes parce qu'ils se sentaient menacés peut-être par des armées étrangères, d'autres ont pris les armes parce qu'il y avait des conflits fonciers entre différentes tribus. Donc c'était ça le but du processus de Nairobi. Et dans le processus de Nairobi, c'était bien précisé que ceux des groupes armés qui refusaient de déposer les armes allaient être contraints par la force de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous souvenez, les troupes de l'EAC, c'est-à-dire de la East African Community, sont venues au Congo. Et précisément, c'est ça qui est important. Durant le processus de Nairobi, que s'est-il passé? Le M23 a été invité à Nairobi pour justement entamer ce dialogue. Mais il se fait que ce M23, ce ne sont pour la plupart pas des Congolais. Et en plus, ils sont téléguidés par le Rwanda. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu participer au processus de Nairobi. Ils ont quitté Nairobi, ils sont rentrés et ils ont pris les armes. S'ils prennent les armes, c'est fini. Il n'y a plus de dialogue possible. Ce dialogue-là qui était organisé à Nairobi, il n'y a plus de dialogue possible. Parce que quand un pays est menacé et attaqué par des terroristes, qui plus est des terroristes qui ne sont que les supplétifs d'un État voisin qui a des visées hégémoniques sur les territoires du Congo et ses richesses, on ne dialogue pas. On les fait taire par la force. Voilà pourquoi on passe alors au processus de Luanda. Le processus de Luanda, c'est quoi? Ça, c'est dans le cadre plus de l'Afrique de l'Est, mais dans le cadre de la communauté, la CGRGL, donc la communauté des Grands Lacs, avec le président João Lourenço, président de l'Angola, qui a reçu mandat aussi à la fois de l'Union africaine et à la fois des Nations unies, pour essayer de trouver un processus de dialogue entre le Congo et le Rwanda. Parce que, comme je vous ai dit, derrière le M23, ce sont les Rwandais. Et d'ailleurs, les soldats rwandais sont même aussi sur le sol congolais. Donc, on dialogue avec le Rwanda pour leur dire de retirer leurs soldats du Congo et qu'il n'y a pas d'autre chose si jamais ils ont des revendications, parce qu'ils citent le FDLR, on a montré que c'était faux. Les FDLR ne constituent plus une menace existentielle pour le Rwanda. Ce sont devenus des coupeurs de tête et des bandits qui font plus de mal à la population congolaise qu'à la population rwandaise. Donc, c'est un faux prétexte. Mais s'il y a peut-être d'autres prétextes, qu'ils le disent. Mais avant toute chose, c'est de retirer leurs troupes et de cesser tout soutien au M23. Et tous les rapports des Nations Unies ont documenté le soutien du Rwanda au M23 et la présence de troupes rwandaises au Congo. Donc, le processus de Luanda, c'était pour essayer de rapprocher le dialogue entre le Congo et le Rwanda, et aussi de mettre en place un mécanisme indépendant de vérification pour voir justement ces incursions qui se passent au niveau de la frontière, dont il y avait un général angolais à la tête de ça. Donc aujourd'hui, où on en est? Le processus de Nairobi comme tel, il faut dire la vérité, il est un petit peu au point mort. Le Congo a continué le dialogue avec les groupes armés congolais. La preuve, c'est que récemment, la majorité, je dis quasi la totalité des groupes armés de l'Ituri ont signé un accord pour déposer les armes. Voilà ce que le Congo. Et ils vont rentrer dans le processus de DDRCS, c'est-à-dire démobilisation, démilitarisation, et puis après reconversion sociale et tout le reste. De même,
dans le processus de Luanda maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la SADC, après le départ des troupes de l'EAC, c'est la SADC qui a envoyé une mission avec des soldats venant de l'Afrique du Sud et venant aussi du Malawi et venant de la Tanzanie, qui vont appuyer les troupes congolaises, les FARDC, pour repousser. Parce que le processus de Luanda, et ça a été signé par tous les chefs d'État, dont le président Kagame, qui ne respecte pas ses engagements, c'était ceci, c'était dire qu'il y a un cessez-le-feu d'abord. C'est-à-dire cessez-le-feu. Le fait que le M23 de se retirer dans un périmètre bien décidé qui était vraiment loin des grandes agglomérations. Troisième chose, il devait déposer les armes. Quatrième chose, il devait être cantonné dans certaines bases militaires. On était même en train d'aménager certains lieux dans le Maniema pour eux. Mais le M23, poussé par le Rwanda, ont refusé de mettre en application le processus de Luanda. Donc vous voyez bien dans cette histoire, ce n'est pas le Congo qui est de mauvaise foi, ce n'est pas le Congo qui n'agit pas bien, ce sont justement à la fois le M23, terroriste, et le Rwanda qui est derrière eux pour justement essayer de torpiller tous ces processus. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que le Congo aujourd'hui, avec le soutien des pays frères de la SADC, on est en train de mener une offensive à l'Est pour repousser justement ces troupes, les repousser le plus loin possible et gagner cette guerre parce que ça fait trop longtemps que le Congo souffre de violences qui sont importées chez nous par des pays voisins. Eric Nindou, un grand merci pour votre disponibilité. Nous savons qu'il fait très tard. Vous allez à 2 heures du matin presque à Kinshasa. Un grand merci pour votre disponibilité, de la considération que vous avez accordée à notre programme depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Symphorien, et c'est toujours un plaisir de devoir partager avec nos compatriotes où qu'ils se trouvent dans le monde. Et là, ce sont nos amis des États-Unis, nos frères, nos sœurs des États-Unis que je salue. Et j'espère que vous resterez branchés sur ce qui se passe au pays parce que vous êtes aussi concernés. Ce pays, son présent, son avenir, ça vous concerne et le pays a besoin de vous. Donc, venez servir le pays aussi. Merci. Un grand merci, Eric. Nous pensons qu'avec l'organisation de votre agenda, vous serez encore appelé à participer à ce programme en ligne depuis les États-Unis d'Amérique. Merci, Symphorien. Au revoir. De partout, vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Eric Nindou, qui est le directeur de la cellule de communication du chef de l'État. Avec lui, nous avons échangé sur la formation du gouvernement de Madame Judith Suminwa Tuluka. Quelle était la vision? Et Eric Nindou, en tant que directeur de la presse présidentielle, nous a permis de pouvoir éclairer notre lanterne. De partout, vous avez suivi. Restez branchés à nos programmes. À la prochaine. Ciao.